Nous avons souhaité, avec Denise Cacheux et puis Maryse Lebranchu, témoigner de l'expérience politique que l'on avait et de démontrer que n'importe quelle femme qui a des engagements réels dans la vie, qui a participé à la vie du pays, soit au niveau associatif, au niveau investissement politique, peut arriver dans un des postes les plus honorables de l'Assemblée nationale, questeur. Et effectivement, de tout temps, il n'y a eu que 3 femmes. Nous sommes les 3 seules femmes à ce jour questeur à l'Assemblée nationale. Et il n'y a toujours aucune femme questeur au Sénat. Donc il y a encore du travail à faire. Mais je crois que c'est un des signes de l'avancée de la parité. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle Assemblée qui se dessine ? Eh bien, écoutez, effectivement, il y a un très grand renouvellement qui se fait avec de très nombreuses femmes qui arrivent, puisque avant 97, il y avait 6% de femmes députées. En 97, quand je suis arrivée à l'Assemblée, on était passé à 10% de femmes avec une volonté forte de Lionel Jospin, qui était alors premier secrétaire du Parti socialiste, de faire en sorte qu'il y ait 30% de femmes candidates. Dernier mandat, nous étions 26%, 27% de femmes. Et aujourd'hui, 38% de femmes députées. Donc c'est vraiment une très belle avancée. On n'est pas encore rendu à la parité, mais on y approche. Et il faut que les femmes, maintenant, prennent toute leur place. Et ça va être l'enjeu des premiers jours de cette législature. C'est de prendre toute sa place parmi les hommes qui restent encore plus nombreux. Jean-Baptiste Forêt, vous n'allez pas vous plaindre de l'arrivée de beaucoup plus de femmes à l'Assemblée. Mais il me semble que vous mettez un bémol. En tout cas, si on lit votre livre, c'est comme ça qu'on l'interprète. En quoi ça ne suffit pas, la question de la parité et du genre ? Ben, ça ne suffit pas dans le sens où la parité n'empêche pas la domination des professionnels de la profession politique. On l'a vu dans le dernier gouvernement de François Hollande. On avait 12 femmes de moins de 50 ans. Parmi ces 12 femmes, aucune n'avait une expérience durable, soit dans une administration, soit dans le privé. Donc elles étaient pour l'essentiel des anciennes assistantes parlementaires qui connaissaient parfaitement ce jeu politique. Il serait bon qu'il y ait aussi des femmes responsables d'associations, des femmes, par exemple, institutrices. Je songe à la grande vague de 1981. C'est la première fois depuis 1981 qu'on a un tel renouvellement à l'Assemblée nationale. Et en 1981, on avait beaucoup de profs. Alors il se trouve que c'était des hommes. On se souvient des enseignants barbus de juin 1981. Et j'ai tendance à établir la comparaison entre ces enseignants barbus et les députés de la vague Macron, dans le sens où c'était des militants qui, depuis 10 ans, militaient au cœur du parti d'Épinay. C'était des syndicalistes, ils connaissaient leurs classiques. Là, on a quand même un certain nombre de députés Macron qui ont été un peu des candidats Internet, qui ont fait 3 semaines de campagne et qui ont atterri à l'Assemblée nationale. On passe de 8 à 21 agriculteurs, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a également beaucoup de professions libérales, c'est vrai, mais est-ce que ça ne peut pas justement contrecarrer quelque peu le système que vous dénoncez dans ce livre ? Oui, bien sûr, mais enfin, les postes de responsabilité à l'Assemblée nationale seront sans doute tenus par un certain nombre de professionnels de la profession politique. C'est ce que nous avons voulu démontrer, nous, si vous voulez, dans notre livre, c'est justement d'expliquer que nous sommes des femmes ordinaires. Nous avons travaillé avant d'être élus, avant d'être députés. Je songeais à un homme, en fait, là. Comment ? En l'espèce, je songeais à un homme qui est député de votre département, mais qui démontre aussi, enfin, au-delà de la question de la parité, que les professionnels de la politique garde une influence quand même à l'Assemblée nationale. On cite aujourd'hui avant tout François de Rugy pour présider l'Assemblée nationale. François de Rugy, c'est quelqu'un qui a été collaborateur parlementaire, puis député. Il a toujours baigné dans le bouillon parlementaire. Il connaît parfaitement les règles du jeu. Mais il faut quand même de l'expérience. Qui respecte pas toujours, vous êtes bien placé pour le savoir en étant questeur. Oui, mais si vous voulez, effectivement, on trouve de tout, si vous voulez, au niveau des députés à l'Assemblée nationale, comme on trouve de tout dans l'ensemble du monde professionnel ou autre. Mais je crois qu'il était important de démontrer que des femmes, somme toute, avec un parcours ordinaire, une infirmière, assistante sociale, moi travaillant dans une banque, eh bien, nous avons réussi. Alors, des fois, c'est vrai, ça ne s'est pas fait non plus tout seul. Il a fallu se battre contre du machisme qui existe quand même tout le temps à l'Assemblée nationale, plus ou moins, du sexisme ordinaire, on va dire. Justement, c'est un poste très stratégique. Quel était le rôle, quel est d'ailleurs le rôle institutionnel du questeur? Est-ce que vous pouvez nous le dire en quelques mots? Oui, bien sûr, oui. Les obstacles que vous avez subis en tant que femme. Oui, alors il y a 3 questeurs à l'Assemblée nationale qui sont élus par les groupes politiques
politique. Il faut d'abord être élu député, on est Il faut bien être élu d'accord, député, et ensuite il y a 2 questeurs qui viennent du groupe majoritaire et un questeur du groupe de l'opposition. Et ces 3 députés questeurs gèrent l'Assemblée nationale, donc gèrent tout ce qui est administratif, financier, Les locaux, le budget, les ressources humaines, tout ce qui concourt à la vie de cette enceinte. On va essayer de comprendre avec tous les deux maintenant